Il est 9h10. Merci à toutes les équipes techniques qui ont permis cette matinale, en particulier Pierre-Henri Paget, équipes techniques qui ont été mobilisées ce matin puisqu'on a eu une panne d'électricité. J'espère que le débat ne sera pas électrique, mais en tout cas que le courant sera rétabli. Louis Dauphren, bonjour. Écoutez, la métaphore nous plaît justement. Débat électrique, on va essayer de voir les choses de manière peut-être un peu pondérée. En ce jour de colère, on verra si... Enfin, jour de colère ou bloquons tout, mouvement du 10 septembre, il y a beaucoup de choses qui sont charriées par l'actualité. On va en parler avec nos deux débatteurs. Et je remercie Pierre-Hugues Dubois qu'on retrouve demain à 6h30. 6h30. Merci Pierre-Hugues. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Et donc un débat dominé par cette actualité, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu qui va donc prendre ses fonctions. La passation de pouvoir entre les deux hommes, François Bayrou et Sébastien Lecornu, a lieu dans 3 heures. Le jour même d'une mobilisation du pays autour d'un certain nombre de revendications ou d'une certaine forme de colère, d'insatisfaction. L'ampleur reste indéterminée avant cette mobilisation, enfin pendant cette mobilisation. On a quelques éléments pour essayer de la situer, mais on va essayer de voir ce que le nouveau pouvoir peut faire après François Bayrou qui a donc jeté l'éponge. Et pour cela sont réunis Antoine Assaf et Jean-Benoît Poul. Antoine Assaf, écrivain et philosophe. Bonjour Antoine. Bonjour lui. Qui fait partie des murs de la maison déjà depuis pas mal de temps. Merci d'être avec nous ce matin Antoine. Jean-Benoît Poul, normalien, agrégé d'histoire, collaborateur du Grand Continent. Et merci Jean-Benoît d'être présent aussi, Louis. De faire votre rentrée. La rentrée universitaire n'a pas encore eu lieu. C'est en train. C'est en train. Ça arrive. Quels cours donnez-vous cette année? À peu près les mêmes que l'année dernière, c'est-à-dire en fait essentiellement des introductions à l'histoire moderne et puis aussi une initiation entre histoire et philosophie politique. Ça, j'ai eu carte blanche pour faire ça et j'ai dû d'ailleurs pas mal lire et essayer de dire des choses tout de même intelligentes, mais c'est quelque chose qui me plaît pas mal. Ça reste niveau licence, et même première année de licence, donc c'est tout de même au niveau des généralités. C'est peut-être pas encore la grande réflexion poussée. Sans cela, on ne comprend rien sans cela, sans la philosophie. Jean-Benoît, est-ce qu'on peut dire un mot du Grand Continent, précisément en cette rentrée, pour ceux qui ne connaîtraient pas? Oui, alors le Grand Continent, c'est avant tout un média en ligne, en fait, qui s'intéresse, je dirais, à l'actualité des relations internationales, spécialement sous l'angle européen et même intercontinental. Mais sa grande force, c'est de proposer, en fait, en traduction, et aussi en textes originaux, plusieurs éditions en plusieurs langues, notamment espagnol, italien et d'autres, et en fait de couvrir une actualité européenne peut-être plus large, ou en tout cas selon des angles plus novateurs que dans des médias strictement nationaux. Et il y a aussi derrière, disons, une activité, je dirais, de think tank ou de rencontres, toujours autour de l'actualité internationale et de la géopolitique. Voilà, c'est aussi un cercle de réflexion, en quelque sorte, sur les grands enjeux géopolitiques de notre temps. Et nous vous avions remarqué à l'occasion du conclave et des dossiers que vous aviez constitués sur le sujet, en particulier autour de la figure de Léon XIV. Vous êtes venu vous exprimer à plusieurs reprises sur cette antenne dans ce cadre-là et vous participez donc à ce débat du jour régulièrement. On va commencer donc par cette actualité, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu qui va prendre ses fonctions. Après François Bayrou, c'est le troisième donc qui s'installe à Matignon dans un temps relativement court et avec toutes les incertitudes et les attentes qui s'accumulent autour du nouveau locataire de Matignon qui a déjà entamé des consultations. Alors, est-ce qu'on peut espérer que les choses tournent différemment, Antoine Assaf? Je crois que nous sommes dans une sorte de transition de l'histoire. C'est pas le corps qui est nu, c'est le roi qui est nu et le corps nu arrive. J'espère beaucoup en ce jeune parce que tout simplement il a un passé qui me rappelle celui de Staline, ancien séminariste. Ah bon? Il a une vocation monastique, le corps nu, à Saint-Vendry de Fontenelle. Et ces gens qui sont pris par l'absolu pour un moment, l'école normale supérieure, Napoléon n'a pas réussi à la transformer en école militaire, mais il y a pas mal de moines et de prêtres ratés quand j'ai traversé cette histoire. Ils ont un esprit intercontinental, je dirais, n'est-ce pas? Et il y a cette histoire, et puis c'est quelqu'un qui, dans la défense, a montré une certaine aptitude. Aujourd'hui, la France, quand vous regardez toutes les manifs, je résume rapidement, ou bien c'est des grands manifs pour tous, pour la famille, ou bien celle qui nous arrive aujourd'hui, c'est pour le sens du travail,
ou bien celle que le Cornu a essayé de suivre avec son ami Macron au moment où l'Europe s'est sentie menacée par, n'est-ce pas, Poutine, ou c'est la patrie? Je ne joue pas la formule du maréchal, je dis tout simplement, il y a ces trois axes. Alors lui, il va s'attaquer à ces trois, et je crois que notre cher Emmanuel Macron n'a pas voulu la dissolution, mais c'est peut-être la dernière carte avant la dissolution. Est-ce que le RN, lui qui naît à Aubonne, encore un acte providentiel, est-ce qu'il peut se rapprocher un peu du Rassemblement national pour que le Rassemblement national puisse lui donner cette chance et composer avec lui le jeune ou le vieux? Vous pensez que c'est possible? C'est vieux. Bon, la formule de notre ami Bardella, c'est que on ne change pas une équipe on qui change perd. pas une équipe qui perd. Cette litote qu'il a faite, bon, espère, mais il pourra, à mon avis, il s'agit d'un an et demi avant que la France rentre dans la perspective. Moi, j'attends pour voir comment les Français vont pouvoir réagir. Est-ce qu'ils vont se rendre compte? C'est ça qui a été bon dans le discours de Bayrou. C'est que cet homme s'est rendu compte, avec son âge par rapport à Le Cornu, c'est quand même toute une génération les sépare, c'est que finalement la France ne se rend pas compte qu'il faut du sacrifice. Est-ce que c'est la guerre qui va l'imposer? Elle l'a imposé pendant 4 ans, la Deuxième Guerre mondiale. Et ils n'ont pas vécu normalement. Est-ce que la France se rendra compte que la famille est en train d'exploser et que le vieux Aristote n'est pas celui qui a, n'est-ce pas, nous a laissé le grand héritage? C'est que la cité est fondée sur la famille. Si la famille éclate, tout éclate. Donc les questions familiales, vous les jugez prioritaires? Absolument, la patrie et l'éducation, parce que il émane aussi d'une école catholique, le Cornu, celle de Vernon, là, à Jutor. J'ai regardé. Et quand même, il a beaucoup de qualités que j'espère que la fréquentation un peu des schizophrènes ne l'ont pas fait oublier. C'est-à-dire la politique. La politique rend schizophrène, voilà. Et l'éloignement de la réalité, comme un chercheur enfermé dans sa bibliothèque pourra écrire tous les livres du monde que personne ne lira et qui n'auront pas l'impact d'un aphorisme ou d'une pensée d'un Pascal, génie scientifique, qui a renoncé même à une carrière d'Einstein. Pour alors que je suive un peu Antoine quand même. Vous nous dites, si j'essaie un petit peu... Les trois axes m'intéressent. Les trois axes vous intéressent. Vous estimez qu'il y a la question de la défense, la France, la patrie, la patrie par rapport à ce qui se passe en ce moment sur la scène internationale, la question de la famille et la question sociale. Et vous estimez que Sébastien Lecornu est mieux armé peut-être que son prédécesseur, je ne sais pas, pour affronter ces questions-là, et en tout cas que sa trajectoire, je dis pas religieuse, spirituelle, bon, religieuse quand même. On n'est pas tenté par l'absolu sans cela. Peut l'inspirer. Voilà. C'est un petit peu l'analyse que vous faites, Jean-Benoît. Voilà. Oui, en tout cas, c'est une personnalité évidemment éminemment politique du premier cercle du macronisme. Ça, c'est de l'analyse commune, mais elle n'est pas fausse. Tout le monde l'a fait. C'est pas parce que tout le monde l'a fait qu'elle est fausse. Et je rappelle bien sûr que c'est que Emmanuel Macron s'apprêtait en fait à nommer Le Cornu lorsque François Bayrou lui a forcé la main, en quelque sorte. Là encore, c'est ce que disent tous les analystes. Et enfin, il n'y a aucune raison de penser que c'est faux. Donc, il s'agit, oui, je dirais, d'un fidèle entre les fidèles du chef de l'État, qui est d'abord arrivé dans les bagages de Bruno Le Maire au gouvernement. C'est quelqu'un, c'était, pour le dire vite, un fidèle de Bruno Le Maire, à peu près sur la même ligne, et qui s'est attaché, qui n'a pas commis jusqu'ici, je dirais, de grandes erreurs politiques. Alors, le revers de ça, c'est que il est moins connu, par exemple, qu'un Darmanin ou qu'un Retailleau. Il n'est pas, je ne suis pas sûr qu'il imprime beaucoup chez les Français de la base, mais en revanche, il est très respecté des armées. C'est quelqu'un, ça a été, je crois qu'on peut le dire maintenant qu'il ne l'est plus, un très bon ministre des Armées qui s'est acquis, a forcé le respect même de la Grande Muette. Et la Grande Muette, c'est pas parce qu'elle ne parle pas que on sent quand ça n'imprime pas. Un des prédécesseurs de Le Cornu, qui était normand comme lui, Hervé Morin, du temps de Sarkozy, je crois que ça n'imprimait pas. Il était, je crois, il n'avait pas passé le grade de caporal. Enfin, ça peu importe pour le service militaire, mais il était un peu trop dilettante pour cette matière sérieuse entre toutes que sont quand même la gestion des hommes prêts justement à sacrifier leur vie, comme vous dites. Et je crois que Sébastien Lecornu a donné tous les gages qu'il faut en ce domaine. Un dernier signal aussi que pourrait représenter sa nomination, c'est justement en ces temps très troublé d'incertitude géopolitique que nous vivons, de réarmement général à l'échelon européen et
français, bien sûr, nommer, faire du ministre de la Défense le Premier ministre, ce qui n'était plus arrivé depuis assez longtemps, en fait, c'est aussi un signal. Envoyer aux partenaires européens, envoyer aussi, leur mettre quelqu'un avec qui on a l'habitude de négocier, tout cela est présent. Et puis c'est bien sûr, c'est un homo politicus, c'est un allié politique d'Emmanuel Macron de longue date. C'est pas quelqu'un de Sébastien Lecornu de très diplômé. En revanche, c'est quelqu'un qui a baigné dans le milieu politique. Je crois il a adhéré aux jeunes de l'UMP à 16 ans. Il a été le plus jeune assistant parlementaire de France à 20 ans, le plus jeune président de conseil départemental à 28 ans. Enfin, c'est quelqu'un qu'on n'avait pas vu venir, comme souvent dans les nominations, mais qui a déjà, en fait, après coup, ça s'impose un petit peu avec la force de l'évidence, comme assez souvent d'ailleurs dans pas mal de nominations. Antoine Assaf. Je dirais que je renoncerai, contrairement à notre ami, à cette histoire des records de l'âge. Nous l'avons dépassé, parce que quand le prince est jeune et qu'il commande une cité, nous savons ce commentaire-là, on a dit. Vous savez, il y a un danger, la maturité est forte. D'ailleurs, ce qu'il a laissé de bon, Bayrou, c'est sa maturité de la politique. Il a eu une telle distance, il voulait ce poste, et en fait, je suis désolé de lui dire, il a été un peu paresseux, il n'a pas beaucoup travaillé, il dit on prend 2 jours de férié par là, et je propose, alors que nous avons les plus grands experts de l'intelligence financière, pour savoir que la crise de la France actuelle ne date pas comme ça d'aujourd'hui. Il faut revenir à cette querelle des frères ennemis Chirac et Giscard d'Estaing qui a ramené la France, au lieu de laisser à Giscard une deuxième chance, parce qu'il allait vers le centre, Giscard, malgré son caractère royal et ses histoires un peu qui sont de la mégalomanie politique, il avait quand même une proposition économique pour la France qui aurait pu avancer la France vers une certaine modernité. Elle nous a ramené tellement en arrière que ce fantôme ennemi de Gaulle, ce Mitterrand, a bloqué la France pendant 14 ans pour que Chirac la bloque pendant 12 après, parce qu'il avait cette sensibilité de radical, de gauche. Il ne voulait pas toucher à la structure de la France, alors que Mitterrand, il a touché à cette structure. Il nous a fait rentrer dans une rigueur avec la fabrication d'une génération. Donc le blocage ne date pas d'hier pour vous. Non, il y a quand même plus de 25 ans, toute une génération a été bloquée. Et Macron, ce qu'il a fait, c'est que revenir aux propositions économiques que Giscard avait déjà. On a été en retard d'une génération. Et il faut savoir que cette crise ne doit pas être traitée uniquement comme une crise française. Il faut être traité comme une crise européenne. Parce que le marque allemand, qui a fabriqué l'euro et qui a la puissance de l'euro et qui a affaibli la monnaie française et le franc français, est aujourd'hui derrière tout cela. Alors, la solution, ou bien c'est l'Allemagne qui va guider absolument tout, progressivement, même militairement, on s'approche toute l'Europe, ou bien nous allons vers une faillite. Il ne faut pas savoir que c'est uniquement la France qui soit responsable de cette histoire. Que peut-il faire, Sébastien Lecornu, Jean-Benoît Poul? Qu'est-ce que vous verriez dans l'ordre des priorités? Je crois que la priorité des priorités, c'est tout simplement présenter un budget. C'est le budget du 26. Sinon, effectivement, on court droit au blocage et à la crise financière. Mais on est aussi adossé à l'Union européenne, on est aussi adossé à la BCE. On peut se permettre beaucoup d'écarts déjà depuis longtemps. Oui, c'est ce qu'on fait. Mais en tout cas, si l'on ne présente pas de budget, alors c'est la même chose qui s'est présenté en fait l'année dernière. Mais si l'on ne présente pas de budget, c'est mécanique, les taux vont monter, on va se faire taper du doigt par divers acteurs, la BCE, peut-être même le FMI, etc. Enfin, ce n'est pas bon. Et financièrement, comment dire, une des leçons de cette science économique, dans laquelle je ne suis pas expert, mais enfin... Mais faire un budget, ça veut dire reconduire peut-être celui qui existe. Les finances de l'État, en fait, sont corrélées avec celles des ménages, avec les taux, les taux d'emprunt, les diverses formes, en fait, de crédit, d'argent qu'on injecte dans le système, sont directement corrélés, j'allais dire, à un certain sérieux, une certaine rigueur budgétaire, même si le mot fait peur. Et je pense que ce n'est pas un hasard que ce soit Sébastien Lecornu, tout de même un homme de droite, malgré tout, on pourrait dire macronisme de droite, etc., qui soit nommé, et pas, comme il en a été question, un homme du PS, Olivier Faure, pour ne pas le nommer, parce que tout simplement, je pense que le contre-budget présenté par le PS, le contre-projet, si vous voulez, c'était plus un projet NFP, donc quelque chose en fait de très très à gauche. C'est-à-dire trop de dépenses publiques?
Oui, c'était assez réaliste. Dire surtout, ça ne traitait la dépense publique que par l'impôt. Ça ne traitait plutôt la baisse des dépenses qu'on attendait que par tout simplement une hausse des recettes, sans faire aucun effort supplémentaire. Bon, j'aime pas trop ce terme d'effort, parce qu'on entre tout de suite dans une connotation morale, comme si c'était la question. Il s'agit avant tout de rigueur comptable. Mais oui, non, j'ai trouvé bon, on peut discuter du chiffre de 44 milliards. Donc il va présenter un chiffre, à votre avis, un budget qui sera comparable. On va voir dans quelle mesure il s'inspire de ce que son prédécesseur a déjà fait comme diagnostic et quelles propositions il peut faire. Je ne pense pas qu'il y ait de grandes inflexions. Avant tout, il va nommer un gouvernement. En fait, le gouvernement, les membres du gouvernement qu'il va choisir en union avec, évidemment, Emmanuel Macron, donneront déjà des indications sur les parcours respectifs des ministres, sur quelle direction en fait il entend mener le pays. On verra, on scrutera, lui vient de tel cabinet, lui est passé par tel ministère, et dans ce savant dosage, on verra en fait à quelle sauce nous serons mangés en quelque sorte. Antoine Assaf. De toute façon, moi je reviens à l'effort moral, je veux dire, et même physique. Est-ce que les Français se rendent compte que s'ils ne vont pas faire l'effort, s'ils ne vont pas piquer des crises à cause de 2 jours de fête, en fait, ce sont 2 ponts. Parce qu'autour de ces 2 jours, le 8 et le 1er, il y a tout un 4 jours et les vacances. S'ils ne se rendent pas compte ça, il y aura une économie de guerre et de chute qui va les obliger à travailler même 50 heures. Mais c'est marginal quand même, les jours fériés, les gains sur les jours fériés. Oui, mais je dis la réaction de ne pas vouloir sauver un pays en travaillant plus, et en s'attaquant, et là, Bayrou l'a mentionné dans son discours nommément, il a parlé d'Arnaud. Comme s'il parlait du grand riche au temps de Périclès, le fameux richissime homme que Périclès a voulu un peu renverser pour détruire les Perses et puis après attaquer les Spartiates. Et c'est là où Socrate est né d'ailleurs, pour s'opposer aux deux par la sagesse humaine. C'est qu'il faut absolument que ce pays se rende compte, s'il est capable, du côté de la patrie, de l'armée, de lever 840 milliards de dollars pour sauver l'Europe d'une invasion russe, n'est-il pas capable de lever beaucoup plus en travaillant plus, sans s'attaquer à ces richissimes figures citées dans les discours Arnaud et d'autres, pour leur arracher le capital qui leur permet de créer des sociétés et par là des emplois. Car ces gens ne feront que ce qu'il a fait, Arnaud. En temps d'Hollande, il est parti en Belgique. Il a sauvé, il paraît, 13 milliards de dollars, je ne sais pas, d'impôts. Ils partiront. Et il y a un homme aux États-Unis qui ne fait que les appeler à venir. Du côté de la famille, s'ils ne se rendent pas compte aujourd'hui qu'il y a un sacrifice à faire pour sauver la rectitude de la famille et d'arrêter de prendre à la légère toutes les lois qui les déstructurent. Et la démographie, puisqu'il y a plus de décès cette année que de naissances. Et de naissances. Et la troisième chose que vous connaissez, évidemment, un impact économique fort. Le système. Il y a une possibilité de sauver la France en faisant une économie, non pas de gitans au noir, mais celle d'une guerre qui sauverait la France de sa paresse. Allez, la paresse, on va y revenir dans quelques instants avec Bloc en tout, avec Antoine Assaf et Jean-Benoît Poul. Après les infos de 9h30, on va se retrouver pour la suite du débat du jour autour de ces questions d'actualité. À tout de suite. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. On a parlé de Sébastien Lecornu, son profil, sa capacité peut-être à négocier, à trouver des issues pour débloquer la situation à l'égard en particulier des partis politiques qui la verrouillent aujourd'hui. On verra si ce talent de négociateur se vérifie. Et puis, c'est vrai que dans son profil, il y a un certain nombre de choses. Vous avez parlé de son passage par le séminaire Antoine Assaf. Il est aussi réserviste de la gendarmerie, amateur d'histoire. Il a pensé à un moment faire Saint-Cyr. Et on sait qu'il a beaucoup négocié pied à pied pour obtenir une loi de programmation militaire en hausse de 40%. Et comme vous l'avez dit, Jean-Benoît Poul, ce sont sans doute ces talents au ministère des Armées qui l'ont propulsé à ce poste de Premier ministre, d'autant qu'on peut préjuger qu'il ne fera pas trop d'ombre forcément au chef de l'État, que ce n'est pas forcément dans sa nature, mais ça demande encore à être vérifié par l'actualité. Ce que je vous propose à présent, c'est de voir en écho à cette actualité politique ce qui sur le front social se déroule. Bloquons tout, on en parlait à l'instant, c'est la journée qui retient toute notre attention. Et si Sébastien Lecornu a toutes les qualités pour discuter, aujourd'hui, on est dans une forme d'épreuve de force. Quelle sera-t-elle? Où ira-t-elle? Jusqu'où ira-t-elle? Et comment analyser? Est-il d'ailleurs moralement fondé de tout bloquer? On peut se poser la question. Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Benoît?
Je pense qu'il y a effectivement quelque chose de très naïf dans cette représentation. En fait, qu'il y aurait déjà un système à bloquer. Et en fait, les rouages donc, de la machine se gripperaient et tout d'un coup, nous serions libres. Il y a quelque chose... Bon, en fait, je ne pense pas que ce mouvement... nous verrons, mais déjà, il n'a pas l'ampleur, je crois, d'une mobilisation intersyndicale, puisque il est hors. Alors, certains syndicats plutôt révolutionnaires que réformistes se sont joints, évidemment, toute occasion est bonne, mais les grands cortèges, les grands mouvements avec service d'ordre, etc., ce sera plutôt le 18, si j'ai bien compris. Hein. Il y a, comme souvent, une rentrée sociale, comme on dit, un peu chaude. Hein, mais là, c'est un mouvement différent, bloquons tout, et qui est quelque chose, oui, je le répète, hein, d'assez naïf dans ses représentations. Moi, ça me fait penser, vous savez, au dessin du type qui met qui est à vélo et puis qui met un bâton dans sa roue, qui tombe et qui se fait mal et que moi, je comprends pas. Il y a quelque chose de très, très, effectivement, simplet ou alors cynique et pour tout dire criminel, à penser que en bloquant ce qu'on appelle, ce qu'on pense être les rouages de l'économie, ça va aller mieux. Au Ça fera pression sur les politiques. On empêchera, par exemple, on empêchera les hyper riches de s'enrichir. Alors déjà, tout ça sera très marginal, mais en plus, en cas de vrais troubles et de vraies crises, qui seront les premiers à en souffrir? Les plus modestes, c'est-à-dire ceux-là même qu'on prétend défendre, ceux qui ont besoin, de la voiture, de l'essence, etc., pour aller au boulot, n'aiment pas forcément leur métier, mais qui ont besoin de ça pour vivre, tout simplement. Et ce ne sont pas forcément ceux-là qui bloquent, même si les bloqueurs prétendent parler en leur nom. Il y a deux profils, je dirais, dans les bloqueurs. Des gens un petit peu qui nous font penser aux gilets jaunes, c'est-à-dire des gens effectivement assez modestes, parfois un peu désocialisés, un peu anti-système, comme on dit, même si ce terme est un peu fourre-tout. Mais une deuxième vague, je dirais, c'est au contraire des gens, des jeunes urbains diplômés, qui ont un peu choisi un mode de vie, je dirais, plus précaire, mais pas forcément, et qui sont très politisés, en fait, à gauche, et qui sont dans une représentation, là encore, de l'économie que je trouve un peu naïve. Et je trouve la pensée politique, même de gauche, j'ose dire, nous avait habitués à mieux. Je veux dire, si vous lisez, je sais pas, du marxisme théorique, il y a quand même un ensemble de réflexions assez intéressantes sur l'économie, qui ne débouchent pas forcément. Alors, je sais bien qu'il y a une théorie de la grève générale, mais... Il y a un rêve de grand soir, en fait, dans est-ce que cette c'est histoire. vraiment bloquons tout? C'est un grand soir qui commence justement au petit matin, avec des petits groupes très mobiles, et puis... Parce que c'est quand même organisé. Les forces de l'ordre se sont quand même ont quand même alerté sur cette question, ont communiqué sur le sujet, et on sait que un certain nombre de personnes ont été arrêtées, etc. Il y a quand même une forme de préméditation dans l'action. Alors tout n'est pas, il n'y a pas un seul groupe qui contrôlerait tout, mais ce sont des petits noyaux autonomes. D'ailleurs, ils s'appellent eux-mêmes, je crois, les autonomes. Ce sont les mêmes qui composent les Black Blocs. Et en fait, ce sont quelques milliers de personnes, mais quelques milliers de personnes très déterminées. Et surtout, oui, même à l'échelle européenne, certaines viennent de squats de Hambourg, par exemple, ou d'autres pays d'Europe, pour justement en découdre, lancer, vous voyez, des boules de pétanque sur les policiers. Enfin, c'est quelque chose d'assez, quand même, d'assez violent. Et là où je trouve vraiment ça pervers au sens moral, c'est que ce sont des gens qui provoquent la violence de l'autorité, enfin, qui se montrent eux-mêmes ultra-violents avec les autorités de l'État, la police, la gendarmerie, pour mieux exhiber, en fait, la supposée violence de l'État, donc pour radicalement délégitimer l'État aux yeux de la population. Et alors, bon, ce sont des gens convaincus, mais je ne suis pas sûr que délégitimer l'État aujourd'hui, son sens de bras régalien, de monopole de la violence légitime, soit le meilleur service à rendre à la population, y compris donc la population la plus modeste. Antoine Assaf, sur cet aspect bloquons tout, est-ce qu'il est moralement fondé de tout bloquer? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui sur les répercussions de telles actions. Moi, je dirais qu'il y a plusieurs réflexions à faire dans plusieurs directions. Il y a la réflexion historique en France. Pardonnez-moi. Quand Freud est arrivé en France vers 1885, vous savez, pour placer un peu de quel parlement, la Troisième République, tout ça, il s'est dit, mais ce peuple porte en lui quelque chose de bouillonnant, de révolutionnaire. Et Marie Bonaparte en a parlé après.
C'est extrêmement important, ça, parce que dans cette année glacée, froide, terrible, qui était celle de la Révolution française et qui a donné à ce peuple, on a bien vu que ça a abouti jusqu'à la terreur et la guillotine, et ça s'est calmé après par des restaurations monarchiques, des empires, et pour revenir plus tard, vous imaginez... Une grande 1800. instabilité politique. Oui, mais quand même, le peuple est revenu. Là, nous nous en sommes. Du côté actuel, en tenant compte de ce tempérament fort du peuple français, qui n'a rien à voir avec le tempérament des Suédois. Ils ont eu des révolutions sociales que le cinéaste Widerberg a essayé de comparer. Ça n'a absolument rien avec la Révolution française. Et ils sont incapables d'imaginer que des écologistes aillent discuter avec des gens de droite pour résoudre un problème social. Il faut absolument descendre dans la rue. Il faut savoir que nous en avons déjà eu avant et après le Covid. Et ça a été résolu. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que les solutions qui ont été données, vu que ce peuple français a déjà eu par le Covid un baptême de feu d'une société bloquée où les gens ne travaillent plus, ils sont enfermés chez eux. Ils ne peuvent pas aller plus loin que cette expérience. Mais le Covid a brisé les gilets jaunes. Oui, mais justement, Antoine parce Assaf. qu'il a été beaucoup plus loin dans le baptême de feu. Et les gilets jaunes, bon, je ne vais pas aller rentrer dans des coulisses. Le problème se règle toujours avec les syndicats, avec un chèque, un gros chèque qui se fait. On les achète et j'ai l'impression que ces gens font toujours ce mouvement pour avoir ce chèque. Or, il n'y a pas donc de véritable révolution et il n'y a pas encore ce grand peuple français qui veut absolument révolutionner. C'est pourquoi je n'attends pas beaucoup de choses. Et c'est-à-dire, vous Macron estimez... n'en est pas inquiet. Mais Antoine, personne n'est inquiet de ça. Vous estimez que ce mouvement, c'est l'émanation d'un esprit français bouillonnant, d'une Mais passion qui n'arrive française. pas à bout et qui n'arrive pas au bout justement de ce qu'il demande. C'est une passion révolutionnaire. Une passion révolutionnaire. Vous savez, on oublie quand il y a eu la révolution de 1905 à Saint-Pétersbourg, etc. On a appelé Lénine. Mais où est-ce qu'il était, Lénine? Il était en train de commenter Hegel dans la bibliothèque. J'ai eu le manuscrit, je les ai regardés. Au moment où il faisait la révolution, on lui dit « il nous faut un discours ». Au lieu de commenter Hegel, il a prolongé une page, il a révolutionné tout le monde. C'est pour vous dire que toutes ces masses, n'est-ce pas, la théorie des masses, quand vous la lisez, il y a toujours un cerveau derrière, et nous savons qu'aujourd'hui, tout ce que, Retailleau l'a dit, c'est stupide. Il Et fallait c'est pas qui le dire ce cerveau mot. aujourd'hui? C'est qui le cerveau, Antoine Assaf? Le cerveau qui est derrière, ce sont les financiers. Je dis, laissez-les se manifester, ça donne à la France un esprit de liberté, puis on leur fait un chèque. Et ils se calment. Personne ne se rend compte pourquoi les deux autres mouvements n'ont pas abouti à la guillotine, parce qu'on a fait un chèque. Quand la cause Donc en elle-même... l'idée, c'est de manifester pour créer une forme de surenchère de vis-à-vis avec l'État, et à la fin, finalement, de racketter en réalité l'État. C'est ça. Je suis désolé de dire c'est ça que vous dites, en fait. On manifeste pour une idée, une cause, ou il n'y a pas de manifestation. Là, je ne vois pas d'idée, sauf leur mal-être, ce qui est vraiment cette façon de traiter la France profonde, les déserts médicaux, tous les déserts, il faut les résoudre. Mais on les manipule comme le peuple français a été manipulé au temps de la Révolution française. Donc, pour une bourgeoisie, une noblesse dépravée qui a donné la Révolution française. Bloc en tout, est-ce que aujourd'hui vous avez dit, Jean-Benoît Poul, il y a deux populations, une population en fait non politisée, de personnes qui manifestent leur colère, et puis une autre population beaucoup plus à gauche qui est très très politisée. Est-ce que vous estimez que est-ce qu'il y a un interlocuteur derrière, parce que Antoine Assaf dit finalement il y a un cerveau. Est-ce qu'aujourd'hui c'est la politisation? Est-ce que il y a un parti politique qui pourrait récupérer un mouvement? On pense à LFI bien sûr dans cette histoire. Est-ce que ça vous paraît cousu de fil blanc? Pas cousu de fil blanc au sens que ce serait LFI qui aurait tout organisé par derrière. En revanche, LFI est dans une sorte de stratégie du chaos, de stratégie, un peu de la provocation calculée, d'où ces appels à la démission du président. En fait, tout est un peu bon pour provoquer une élection anticipée qui serait un peu l'élection de la dernière chance pour Mélenchon. Et mais aussi, vous pensez qu'il y a des gens qui essaient d'organiser ça pour obtenir la démission du président? Ah oui, je pense que c'est pas tous les bloqueurs sont pas comme ça, mais je pense même que les bloqueurs sont au-delà. C'est-à-dire que les bloqueurs veulent en fait la fin du système, ce qui est pour eux peut-être la fin de la Ve République. Et en cela, d'ailleurs, ils rencontrent ce qui est très officiellement dans le programme de LFI, c'est-à-dire une sorte LFI serait pour le passage à la 6e République, c'est-à-dire, je simplifie, mais le retour à un régime d'assemblée, plutôt une assemblée unique. C'est toujours une constante dans l'histoire de la gauche, c'est que il y a une primauté du législatif sur les exécutifs. Alors ça, on peut en discuter, mais aussi
une assemblée législative qui a un peu tendance à se comporter de manière totalitaire. Le souvenir de la convention, la fameuse convention de la terreur, n'est pas si loin. Alors après, tout cela est un peu, j'allais dire, pimenté à la sauce sud-américaine, parce que Mélenchon a beaucoup lu des penseurs sud-américains, ça c'est intéressant. Donc il y a un peu l'idée, vous voyez, de comité de base, de trucs comme ça. Alors, pourquoi pas, mais bon, si l'exemple c'est le Venezuela de Chavez et Maduro, ça n'a quand même pas trop marché tout ça. Puis c'est pas le terrain aussi. Le terrain européen est quand même très différent de la scène sud-américaine. Donc voilà, ça c'est un peu l'arrière-plan, non pas des Black Blocs, mais des gens très à gauche, tout en étant peut-être moins violents, mais qui veulent quand même en découdre avec le système. Voilà, qui veulent en découdre. Et pour eux, évidemment, Macron, c'est l'exercice solitaire du pouvoir, donc il faut arrêter ça. Là, on pourrait revenir en fait à Sébastien Lecornu, en faisant un lien avec lui. Quand j'ai vérifié sa biographie, etc., je me suis aperçu qu'il avait eu un rôle non négligeable dans justement la solution un peu de la crise des Gilets jaunes. C'est lui en fait qui aurait conseillé à Macron et au président Macron et à Bruno Le Maire d'écrire des cahiers de doléances, ces fameux cahiers de doléances des Gilets jaunes, de passer par les maires. Alors bon, c'est un peu une solution justement qui nous fait songer à la Révolution française, mais de fait, les choses se sont un peu calmées. Il y a eu, le mouvement des Gilets jaunes s'est calmé. Bon, on leur a fait un chèque, comme vous dites très bien. Je suis tout à fait d'accord. Effectivement, il y avait un peu des angles morts dans la politique sociale-libérale d'Emmanuel Macron. L'un de ceux était effectivement il y avait des mères célibataires qui ne s'en sortaient pas. Les Gilets jaunes, il y avait beaucoup de mères célibataires qui étaient sur les première doléance, ronds-points. c'était de payer les pensions. Voilà. Et en fait, ça, effectivement, il a fait... il a sorti le chéquier. Donc ça, c'est nous le payons d'ailleurs un petit peu aujourd'hui. Mais et après, il y avait des revendications plus politiques, je dirais, ce fameux référendum d'initiative citoyenne, qui était un peu un objet non identifié, etc. Et là, évidemment, le pouvoir, de ce point de vue-là, n'a pas lâché de l'Est, parce que il s'agit quand même un peu de comment dire, on navigue ici un peu en eau trouble. Il s'agit, ce référendum d'initiative citoyenne, ça peut tout de même mener à certaines dérives, quoi. On n'est pas en Suisse. Moi, titre personnel, je serais pour un usage plus étendu du référendum actuellement. Je trouve que c'est assez beau que les démocraties s'expriment par là. Alors là encore, à gauche, on a une tradition, justement, on se méfie de la tradition plébiscitaire, parce qu'on a en mémoire les fameux plébiscites de Napoléon III, etc., qui étaient écrasants pour lui. Donc, traditionnellement, à gauche, on n'aime pas les référendums. On préfère, en fait, quand le peuple est gouverné par une assemblée unique. Moi, à titre personnel, encore une fois, je trouve que des référendums redonneraient symboliquement le pouvoir au peuple. Absolument. Sur beaucoup de sujets. Je mille pas. Antoine, c'est votre avis? Oui, c'est là où il faut revenir aux deux cerveaux qui m'intéressent aujourd'hui. De l'autre côté de la gauche, c'est Mélenchon, et de l'autre, Macron. Pour côté Mélenchon, il y a derrière lui l'ombre de Robespierre. Et vous savez, Robespierre, dans ses discours, le discours s'est développé de rousseauiste. Il est devenu presque un pasteur à la cathédrale Saint-Louis. C'est là où il faisait, justement, la cathédrale a été transformée. Les Versaillais en seraient aujourd'hui furieux, mais quand même, c'est là, dans l'église. Et c'est là où ça a tourné, parce que les gens s'ennuyaient et le concept devenait tellement abstrait que finalement il ne souhaitait qu'une chose, que cette tête tombe. Et elle est tombée avec le mâchoire et une tentative de suicide. Il n'y a pas plus ridicule que cette mort. Du côté de Mélenchon, il y a une aptitude, parce que c'est un prof d'histoire, il a les concepts, et tu as tout à fait raison, il y a chez lui, il y a la tentative de l'Afrique du Sud, mais il y a autre chose, il y a des concepts qu'il manie, et maintenant, s'il est Premier ministre, ou si on nomme un Premier ministre qui émane de ce mouvement, la première chose, on prend la fortune des riches. Donc, puisque cette radio diffuse dans le royaume de Belgique, j'aime bien les rois qui sont en Belgique, je leur dis, préparez-lui un modeste hôtel particulier de 3000 m² à Uccle, parce que c'est là où il partira. Et ça va perturber absolument tout, parce que les Français n'en peuvent plus de ces gens, les Français avec les capitaux, les Arnon, Renault, etc., toute la suite de ces milliardaires, de ces Crésus. Ils partiront. Et lui, dans son concept, il allume le peuple, parce que c'est la facilité de prendre l'argent du riche pour créer justement une fois. Alors donc que c'est démagogique. Pour vous, c'est démagogique. Plus que démagogique, il y a chez lui, c'est le meilleur orateur que nous ayons aujourd'hui, et je suis tout à fait d'accord. Il joue sa dernière candidature, comme Bayrou d'ailleurs, et c'est là où il y a eu un mélange de sincérité et de ridicule
chez Bayrou, c'est-à-dire il s'est caricaturé lui-même en jouant la sincérité de la France, sacrifié de la réalité et de la vérité, et en même temps quand on savait qu'il voulait jouer une dernière candidature comme celui qui aurait pu sauver la France, d'où la solution du référendum. Macron, lui qui est capable de justifier toutes les gifles qu'il reçoit, et du peuple et de sa bien-aimée, n'est-ce pas? Il justifie toujours les gifles, une querelle. Il n'est pas capable d'aller jusqu'à la grandeur de Charles de Gaulle, d'accepter un référendum du peuple. Or, aujourd'hui, s'il accepte ce référendum, Et il sur est, quoi? Un il est référendum destitué. sur quel sujet? Est-ce que vous voulez encore de ma politique ou non? Au lieu de destituer, et c'est ça la tentation, après avoir tenté le cornu qui aurait dû être le Premier ministre, et que Bayrou, par une sorte de menace à la républicaine, vous me prenez comme Premier ministre ou je me retire. Et Bayrou, ayant caché cette case « je suis Premier ministre », il peut prendre sa retraite. Il ressemble à ces Français, disent j'ai fait mon milliard ou mon million, maintenant je peux prendre ma retraite à 45 ans, à 50 ans, et considérer cela comme une réussite. Voyez-vous, c'est cela qui se passe entre ces deux cerveaux, et les deux doivent faire un référendum. Mélenchon, pour dire que la gauche ne peut plus supporter ce langage idéologique, parce qu'elle n'est plus à gauche, la France, elle est à droite, elle est pour les valeurs. Et ils se rendent compte de cela. Mais Antoine Assaf, le référendum, ça suppose, pour l'instant, ce sont des fusibles, les premiers ministres qui sautent les uns après les autres. On ne sait pas combien de temps on va pouvoir durer comme ça. Mais la question du référendum suppose aussi qu'on s'en remette aux Français directement. Donc ça, c'est le référendum. On peut aussi refaire l'élection présidentielle, qui est une forme, d'une certaine façon, de référendum un peu plus juste, dans la mesure où ça n'est pas sur une personne, mais ça propose une offre concurrente. Oui, quand De Gaulle a commencé à réfléchir au référendum, il a demandé conseil, comme il est d'une intelligence subtile et stratégique, à qui? À Pompidou. Et Pompidou lui dit, bon, non, moi, c'est vous. Mais quand on a fait un sondage, on a dit à Pompidou, si il y a élection présidentielle, est-ce que vous vous présentez? Il a dit oui. Alors, la jeune génération s'est dit, on a un autre candidat, et le référendum était perdu pour De Gaulle. Macron n'ose pas une telle chose parce qu'il lui manque cette grandeur, voyez-vous, et cette grandeur d'oser affronter. Il ira jusqu'au bout parce qu'il veut jouir du pouvoir. Il y a une jouissance du pouvoir malgré l'humiliation, parce qu'il n'est pas sensible à ceux qui l'humilient, il n'est sensible qu'à ceux qui le louent. Et ça le rend aveugle. Je disais tout à l'heure, il y a une forme de schizophrénie dans la vie politique, c'est que la réalité s'absente jusqu'au point où tu te vois dans ta tour et tu oublies le peuple, tu oublies le pauvre. Antoine Assaf, Jean-Benoît Poul, on va passer à un autre sujet. La passation de pouvoir, ce sera à midi, actualité française. On va aller du côté du Proche-Orient. Vous savez qu'Israël a ciblé le Hamas au Qatar et que les États-Unis ont critiqué cette attaque. C'est un nouvel épisode. Là aussi, sur ce chapitre très chargé de l'actualité au Proche-Orient et de l'actualité palestinienne en particulier, comment se situer par rapport à ce qui s'est passé? C'est vrai que cette cible sur des responsables du Hamas dans des frappes à Doha, est-ce que c'est une extension du conflit à laquelle on assiste de fait, Jean-Benoît Poul? Oui, c'est quelque chose d'assez inquiétant, puisque ça a tout l'air quand même un peu d'une fuite en avant de la part du gouvernement israélien. Alors, on peut, sur le plan strictement technique, admirer la puissance militaire d'un pays qui frappe à peu près où il veut, en fait. Mais comme l'avaient dit eux-mêmes les Qataris, alors au moment d'autres attentats qui ciblaient, enfin d'autres frappes sur des dirigeants du Hamas, cette fois en Iran, ils avaient dit, avec une sorte d'ironie que je trouve délicieuse, si l'une des deux parties, au cours d'une négociation, assassine l'autre, la négociation va devenir beaucoup plus difficile. Et c'est effectivement quelque chose. On sait bien que le Qatar, certains dirigeants qataris, ont des liens un peu troubles et des liens de financiers aussi avec beaucoup de mouvements islamistes. Mais ces pays du Golfe, le Qatar, encore plus, je crois, les Émirats, qui est plus nettement, je dirais, associé à l'Occident, sont très précieux parce que c'est justement la scène moyen-orientale où tout le monde peut se rencontrer, où on peut négocier en sous-main. Et y compris négocier en sous-main avec des gens qui, à nos yeux, et à raison, sont très peu fréquentables, comme les dirigeants du Hamas, dont on ne sait pas, en fait, si ces dirigeants politiques du Hamas en exil à Doha sont ceux qui ont vraiment ordonné l'attaque meurtrière du 7 octobre.
Ils ont peut-être consenti, mais opérationnellement, ce n'était peut-être pas eux derrière eux. On dit, faut toujours se méfier quand on dit ça, mais que c'est un Hamas peut-être plus modéré. En tout cas, ce qu'a démontré Israël, c'est que Hamas modéré ou pas, ils en veulent pas, ils en veulent plus, et ils sont prêts à aller jusqu'au bout, à assassiner en fait à peu près tous ceux qui représentent la branche du Hamas et même plus largement de ce qu'on appelle l'axe de la résistance armée palestinienne. Mais là où ça devient dangereux, c'est ils font ça vraiment au prix d'un embrasement du Moyen-Orient qui les sert, mais à courte vue, à très très courte vue. Sur la scène méso-orientale, vous êtes sans doute plus armé que moi, vous connaissez mieux le terrain, mais je trouve qu'en tout cas, la politique israélienne est une fuite en avant dangereuse, et la preuve de cela, c'est qu'elle a été condamnée même par Trump. Voilà. Trump se dit mal à l'aise. Sachant que c'est la plus grande base américaine de la région qui est hébergée au Qatar. Oui, il y a plusieurs nuances à apporter. Bien sûr, c'est quand on est né dans cette région, on a le baptême de feu, un peu comme Obélix dans sa puissance. Mais il y a plusieurs axes qu'on doit aux auditeurs, qu'il faut qu'ils comprennent. Aujourd'hui, Israël n'agit plus comme la petite milice des années 20, 30, jusqu'à 48, la Première Guerre, qui se bat contre une majorité de 90% d'Arabes. Elle agit comme une armée qui a décidé de frapper partout au Proche-Orient sans tenir compte des accords du début du siècle de Sykes-Picot. C'est-à-dire il n'y a plus de frontières pour elle. Le Hezbollah l'embête au Liban, elle le bombarde, elle assassine son chef. Les Houthis, ils vont dans le Yémen. Ils survolent tout l'espace aérien, ils vont à Doha parce qu'il y a les chefs, après l'attentat de Jérusalem, qui ont absolument sont revendiqués de cet attentat et on les punit là où ils sont. Mais ce qui est étonnant, Antoine, allez-y. C'est la deuxième axe qui équilibre ça pour ne pas perdre l'équilibre, c'est les accords d'Abraham. C'est que les accords d'Abraham ne sont possibles qu'avec l'accord de l'Arabie Saoudite, l'ouverture des Qataris et des pays du Golfe. Et c'est là où Trump va intervenir, parce que les accords d'Abraham, c'est un victorieux qui les a proposés, l'Amérique, en disant aux Arabes, maintenant, fini les guerres. Et si vous voulez une société moderne en Arabie Saoudite, de l'intelligence artificielle, des armes sophistiquées, eh ben, il faut les accords d'Abraham, il faut le respect de la sécurité d'Israël. Mais justement, les armes... Et sans cela, il n'y a pas d'accord d'Abraham. Les armes que ces pays du Golfe achètent, oui, et ils disposent de moyens pour les acheter en grand nombre, ils ne les utilisent pas. Ils pourraient riposter. Le Cher Al-Thani a dit qu'il se réservait le droit de riposter. Le fera-t-il, à votre avis? Non, parce que ce qu'on appelle, dans le terme de l'armée, le cornu doit me comprendre, ce sont des armées qu'on ne peut pas larguer tout seul. Ils sont tenus par des entraîneurs anglo-saxons et des juifs d'origine américaine ou des Américains qui ont la nationalité israélienne, qui les entraînent et qui leur donnent presque le feu vert pour l'utilisation, par la stratégie militaire, le Pentagone de toute l'Arabie Saoudite, etc., est décidé par les Américains. Défense pour pétrole. Donc vous nous donnez du pétrole, mais on vous donne une défense sous notre contrôle. Et ces frégates, tout ça. Il y a des officiers aujourd'hui... Militairement, ce ne sont pas des pays souverains. Souverains, et ils ne peuvent pas mener une stratégie de guerre tout seuls. Ils peuvent lancer quelques missiles comme Saddam et embêter un peu Tel Aviv ou commettre des assassinats, mais l'ensemble de la stratégie militaire est commandée par les États-Unis et aujourd'hui, elle passe par la sécurité d'Israël, ce qui fait que les accords d'Abraham, c'est la seule solution pour Mohammed Ben Salman et tous les princes qui l'entourent de rentrer dans la modernité grâce à l'Amérique et de normaliser avec Israël. La Syrie y va, Al-Shara doit normaliser avec Israël. Le Liban, à tel point qu'il y a 10 kilomètres de ses frontières dans le sud, sont consacrés à une sorte de plan Trump, comme on dit, d'économie mondiale ouverte pour exploiter le gaz et assure. C'est la paix romaine. Et Israël va agir comme un empire romain, mais sous le contrôle des Américains. On verra si cette paix s'installe. Merci à tous les deux. Antoine Assaf, écrivain philosophe, Jean-Benoît Poul, normalien agrégé d'histoire et qui collabore au Grand Continent.